Est-ce qu'on est tout bon? Euh, Tant qu'on refait pas tout à l'heure. Non, s'il vous plaît. Et c'est terrible. Donc oui, petit problème de clé, mais c'est bon. On est prêt. C'est moi. Je résume un petit peu. Tiens, je te présente Quentin. Peut-être. Toi, tu t'intéresses surtout à l'histoire militaire, l'histoire des C'est tactiques, ça. l'histoire de l'art de la guerre, comme dirait. YouTube qui en parle et t'es historien aussi, tout ça. Non, alors, je suis un ingénieur. Donc, Ah rien à oui, voir. rien à voir. Ouais, ouais, non, j'aime bien faire n'importe quoi. Hier, on a balayé quelques sujets, on a détaillé, par exemple, Ouais. unités qui étaient chargées du maintien de l'ordre en France, de s'occuper des manifs, etc. On a fait Mm. la distinction. Venir très rapidement aujourd'hui sur les toutes premières distinctions qu'on a tracées hier. Et on a parlé un Ouais, petit peu de jusque-là des doctrines de maintien de l'ordre, à distance ou pas, machin. On a parlé un peu des Allemands, on a parlé un peu des Français. Et on en était arrivé à c'est une ça. conclusion toute politique. Peut-être que l'État est en train de se Forcément. faire dépasser par sa police en ce moment. Ouais, alors là-dessus, j'avais des choses à rajouter en fait. Ça Tout à tombe bien. coup, ça m'est revenu, donc ça tombe bien, on va dire, on a une heure de plus, donc c'est Et vu que parti. ça avait pas Euh, mal intéressé le chat, il y avait du monde, donc on s'est dit on va la refaire cette heure-là, on va pas redire les mêmes choses, on va essayer d'aller plus loin, et on aura voilà. du coup peut-être un petit peu plus de temps, et vu on a balayé déjà les fondamentaux, on va pouvoir sans doute, Ouais. je vais te remonter des questions du chat de temps en temps, voilà. Ouais, pas de problème, très bien. Est-ce que je fais juste un petit point pour redonner les acronymes, histoire de cadrer un peu les choses Alors très rapide. très rapide. On a les CRS, police spécialisée dans le maintien de l'ordre, bande jaune qui fonctionne collectivement. On a la brigade mobile, donc les escadrons de la gendarmerie mobile, EGM, qui sont pareils mais du côté de la gendarmerie, un petit peu plus orientés campagne que ville. On a les compagnies de sécurité et d'intervention. Eux, ils ont une ligne bleue sur leur casque, c'est de la police. On peut aussi parler de compagnie départementale d'intervention. Ça, c'est déjà un peu plus. On rentre dedans, on fait de la criminalisation hein, avec des filatures, avec des cellules d'identification. Donc ça va plus au contact. Après, on a la BAC, brigade anticriminalité, qui n'est invitée au maintien de l'ordre que à travers d'autres unités en fait. Hein. C'est le jour même que ça se fait, parce que sinon ils sont pas Oui, nécessairement c'est là pas leur pour ça. boulot, hein. Voilà, c'est pas leur boulot. Alors eux, ils sont purs anticriminalité, donc c'est du saut de dessus, on pourra en parler. Et enfin, on a la Brave et la Bravem, donc la brigade de répression de l'action violente motorisée, qui elle est une unité qui est créée le jour même et qui rassemble policiers, gendarmes. C'est très flou, très neuf, et en fait, c'est des binômes, dont un qui motorise perpétuellement l'autre pour permettre des interventions un peu éloignées et accélérer, on va dire, le dispositif de maintien de l'ordre. Et alors, Voilà, je crois qu'on a fait un. la distinction la plus importante qu'on a eu le temps de faire hier, c'était d'un côté certaines unités, dont évidemment les gendarmes mobiles, les CRS, qui étaient très structurées, très hiérarchiques et très organisées. La capacité d'initiative des soldats de troupes était moindre, et où ils Ouais, faisaient ce qu'on leur dit de faire depuis un PC central. On leur disait bah, là vous bloquez telle rue, là vous ouais, bloquez telle rue. Et d'autres unités, voilà, comme les Bravem ou comme la BAC dans ce contexte-là aussi, qui sont beaucoup plus freestyle et qui du coup leur influence sur les mouvements de troupes et les mouvements de foule est quand même importante et va déstabiliser parfois le travail de ceux qui étaient plus formés au maintien de l'ordre, que sont les officiers chez les gendarmes mobiles, chez les CRS. J'ai bien compris, j'ai bien résumé ou... ouais, c'est ça. On est clairement dans un phénomène comme ça. Alors là, c'est de l'observation de terrain, hein, donc c'est vraiment moi qui te le dis tel quel. J'ai souvent vu ouais, des bacs un peu forcer la main au CRS ou aux gendarmes parce qu'ils font quoi, parce que eux ne sont pas nécessairement reliés aussi directement à l'état-major et à des ordres directs. Ils ont beaucoup plus un droit d'initiative, ce qui fait qu'il y a des moments où ils prennent des décisions qui sont pas nécessairement, on va dire, cohérentes d'un point de vue. On essaie de calmer la foule et on essaie de calmer le jeu, et ça crée l'effet boule de neige qu'on connaît quoi.
Et on a eu pas mal de... On entend souvent des gendarmes ou se plaindre justement des baqueux, qui voient vraiment comme, comme des chiens fous. Alors après, c'est toujours pareil, ça fait un peu des goûts et des couleurs, mais il y a pas mal de remontées, et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut autant parler de la violence policière, c'est qu'en fait, il y a des sources internes qui commencent à apparaître. C'est quand même un monde assez secret, hein, assez fermé sur lui-même. Moi, en cherchant des infos, c'est pas facile. Faut connaître des gens dedans, ouais. Oui, c'est ça, faut connaître des gens dedans, faut se faire accepter, parce que moi, la dernière étude sociologique que j'ai trouvée des policiers avec des sociologues qui venaient avec les policiers en maintien de l'ordre dans les CRS, c'est 88. Donc autant dire pas du tout la même époque, pas du tout le même contexte. Sûr, alors ils sont pas et d'ailleurs aux journalistes, ils sont pas très ouverts aux chercheurs non. Non, voilà. Non. Et puis ils ont des syndicats, ils sont très syndiqués, hein, les policiers. Et ils ont des syndicats à l'orientation politique qu'on connaît, quoi, assez rude. Ça d'ailleurs on va pouvoir en parler de ça. Allons-y. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, on va partir là-dessus. Alors moi j'avais deux remarques qui m'étaient venues et en fait on va construire. Donc je vais prendre la première. Je me suis dit en fait c'était pas nécessairement très clarifié parce qu'on avait terminé sur en fait le pouvoir politique leur lâche un peu la bride, voire les couvre. Et du coup ça leur donne beaucoup de pouvoir aux policiers du maintien de l'ordre. Et en fait quand on y réfléchit, on pourrait se dire c'est pas nécessairement dans l'intérêt de l'État. C'est pas nécessairement dans l'intérêt des gouvernements de faire ça. Si on regarde l'histoire militaire et l'histoire policière, on remarque, notamment en France, qu'il y a une grosse méfiance quant à la possibilité d'un coup d'État, en fait. Quant à la possibilité de la création d'une garde prétorienne qui ferait les rois et qui pourrait en fait mettre à bas les gouvernements successifs. Ouais, c'est très visible chez les militaires, hein, où les militaires disent vraiment nous on s'occupe pas de politique, et c'est très ancré chez les militaires en France. C'est un énorme truc, mais en fait c'était aussi chez les policiers. En fait, quand le maintien de l'ordre à la française a commencé à apparaître, les premières remarques des politiques, et même ceux qui les créaient, c'était oui mais attendez, on est en train de créer un truc qui pourrait nous renverser, quoi. Et du coup en fait c'était une remarque intéressante que j'avais lue là-dessus, qui était de dire que pendant longtemps ça se passait bien parce que on avait justement cet aspect collectif, comment on pourrait dire, très basé sur les ordres. Puis attends, de la hiérarchie. Il y a un truc aussi qui est d'ordre politique interne, c'est le rôle de la franc-maçonnerie dans l'institution policière. Alors ça, là, j'avoue que j'ai pas du tout de notion. C'est très Troisième République, tu sais, c'est au moment de la... Ah oui, à cette époque. Oui, mais encore maintenant, du coup. Il y a encore des restes de ça, quoi. Qui agit. Il doit y avoir des influences. Qui agit comme un ciment. Et l'extrême droite a horreur de la franc-maçonnerie parce que la franc-maçonnerie a construit la Troisième République en grande partie. Oui, c'est vrai. Et du coup, ils voient des réseaux francs-maçons partout. Mais il y a des endroits, il y a des secteurs dans lesquels ces réseaux ont aidé véritablement à la construction d'un État républicain. Là où d'autres forces, et c'est évidemment le cas dans la police, d'autres forces auraient pu vouloir des régimes plus autoritaires. Alors il y avait l'Empire, il y avait la royauté. Ah oui, bah ça. Donc mais ça s'est joué sur la Commune de Paris, cette affaire. Hein. On va dire le traumatisme de la Commune et de la Semaine sanglante, de deux côtés. Hein. Ça fait que la Troisième République va un peu chercher par la suite à s'excuser tout en disant non mais en vrai c'est quand même de leur faute. Puis finalement va être obligé avec les derniers scandales de maintien de l'ordre par l'armée de créer une force à part et qui comme tu dis, alors moi je l'associe pas nécessairement à la franc-maçonnerie parce que j'ai toujours un peu de mal avec la notion, mais c'est vrai que il y a vraiment ce côté immédiatement on doit surtout pas faire du citoyen un ennemi, ce que je disais d'ailleurs hier, et c'était vraiment dès le début du maintien de l'ordre, en fait, ça apparaît comme idée. Et ce qui va de pair avec l'idée d'associer les citoyens à la construction de cette police via des concours de recrutement, fonction publique, etc. Il y avait ça, et alors justement, pour revenir sur le truc, on disait, donc je disais, les troupes doivent obéir, tout ça, et le fait qu'elles aient une énorme hiérarchie fait qu'on n'a pas besoin de trop les former.
Ce qui fait qu'en fait, assez paradoxalement, cette énorme obéissance couplée à une absence de formation très directive fait qu'on n'a pas, entre guillemets, une idéologisation des membres de la police. En fait, on accueille un peu n'importe quelle opinion politique dans les CRS, historiquement. Ce qui fait que, en fait, c'est pas un corps uni par son idéal politique, c'est un corps uni par son idéal mécanique. Et c'est ce qui, au début, et c'est ça qui va perdurer, c'est ce qui va faire que on ne vit pas les CRS comme une garde prétorienne, un corps qui se serait politisé. Il en est très éloigné parce que c'est les concours, parce qu'il n'y a pas de formation qui explique qu'est-ce qu'un bon manifestant, qu'est-ce qu'un mauvais manifestant. Non, c'est un objet républicain. Voilà. D'ailleurs, les concours participent à ça. Le but même quand on instaure les concours, même pour la fonction publique de manière générale, c'est l'idée que tu puisses pas rentrer dans la fonction publique juste parce que tu es coopté par quelqu'un qui y est déjà, et donc que les gens qui y soient puissent renforcer leur réseau en favorisant tel ou tel recrutement. L'idée, c'est de dire on est tous égaux devant le concours, donc du coup, les gens peuvent venir en effet de partout. Ça participe à ça. C'est vraiment dans la tradition républicaine française. C'est ça. Et du coup, il y a vraiment... on gomme la possibilité que les CRS se mettent du côté des manifestants en ayant cette très forte obéissance et ce besoin de corps, mais on gomme la possibilité que les CRS se retournent contre le gouvernement par ce côté républicain très citoyen d'appropriation en fait de la police. Ce que j'ai dit sur le concours, faut aussi le mettre en regard de ce qu'on disait hier sur le mode de recrutement de la BAC, qui là ne fonctionne pas. Oui, c'est ça. Et là, en fait, c'est ça. C'est là que ça devient faux. C'est là qu'on voit que ça devient faux. Mais même en fait, les CRS, ça commence à devenir un peu compliqué. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que donc dans l'étude sociologique de 88, il disait les CRS, être CRS, ça n'est pas une vocation. Ce qu'ils observaient en étudiant les hommes des compagnies républicaines de sécurité, c'est que c'était des gens qui voulaient être de la police et qui se retrouvaient dans les CRS parce que c'était là où il y avait de la place. Et puis voilà, mais c'était des policiers avant d'être des CRS. Or, on observe que sur les 20 dernières années, on est plutôt en train de prendre le parti de CRS, c'est une vocation plus haute que celle de policier. Ils se vivent au-dessus des policiers dans les commissariats, etc. Alors, je sais pas s'ils se vivent au-dessus, c'est pas nécessairement une hiérarchie, mais c'est un appel. Symboliquement, quoi. Symboliquement, il y a vraiment quelque chose de très fort. Ça se construit aussi avec la criminalisation des manifestations. Il y a de plus en plus de lois qui font que l'ennemi est dans la foule, que ce soit les lois antiterroristes ou les lois anti-manifestants, anti-casseurs, on dit. Et du coup, ça crée une dérive intellectuelle et, comment on pourrait dire, idéologique, qui, elle, pour le coup, commence à s'implanter vraiment profondément. Parce que, comme je disais hier, il y a cette impression par les policiers, et notamment les policiers du maintien de l'ordre, qui sont seuls contre tous et qui sont haïs de tous. Et à partir de là, ils doivent se serrer les coudes s'ils ne veulent pas se retrouver tout seuls. Alors, je suis en train de chercher les chiffres, parce que du coup, on va peut-être... tiens, il y a un article de l'IB qui est de 2018, avril 2018, sur le vote observé dans la... Ah bah oui, ça c'est un truc connu. Ouais. Oui, mais au moins on a les vrais chiffres et on n'est pas juste sur de vagues souvenirs. Donc, pour ce qui est... Alors, c'est des chiffres pour la gendarmerie réalisée en 2017 à la question si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l'élection présidentielle de 2017, donc c'était un peu avant les élections, pour lequel des candidats vous voteriez, un échantillon représentatif de 588 gendarmes, là on est sur les gendarmes. Marine Le Pen fait 51%. Voilà. Ouais, c'est ça. On est sur de l'ordre de 1 sur 2. Et je sais que depuis, ils ont renforcé cette étude en faisant des calculs un peu croisés sur les bureaux de vote proches des commissariats.
Alors, en résumé, ce que résume l'article de Check News, les policiers et militaires qui votent à gauche représentent une minorité en France. Selon de récents travaux du CEVIPOF de Sciences Po, c'est eux qui font beaucoup d'enquêtes électorales. On peut estimer que moins de 10% des policiers ont voté pour Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon ou un candidat d'extrême gauche. C'est encore moins chez les militaires. Ouais. Donc on a un corps. Donc là, on est sur un truc qui est relativement idéologiquement relativement unifié quand même. Oui, on est sur quelque chose qui est en train de prendre le large et qui ne fait que se renforcer parce que encore une fois, il y a cet isolement et il y a aussi toute la dialectique qui est nécessaire pour justifier les interventions policières en fait. Ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'un policier, il n'est pas nécessairement content de balancer du gaz. Du LBD ou de faire quoi que ce soit à un autre citoyen, donc il est bien obligé de trouver une justification. Alors il y a la justification de obéir aux ordres qui les protège beaucoup, mais il y a un moment où en fait c'est quand même le corps qui est concerné par ces actions et en fait on voit apparaître de plus en plus ce côté oui mais non mais en fait ça c'est pas des citoyens, c'est des gens qui veulent notre chute, qui veulent notre d'où la rhétorique veulent détruire la République. D'où la rhétorique vraiment qui prend vraiment de l'essor en ce moment de la haine anti-flic. Il y aurait une. Alors il y a la rhétorique de la haine anti-flic et il y a aussi la rhétorique de nous sommes le dernier rempart de la République. On voit de plus en plus de la part des syndicats majoritaires de la police cette rhétorique de mais si on n'était pas là, la République serait tombée. La République c'est moi. Bah, la République, c'est par moi, c'est par nous qu'elle est. Et donc, c'est un peu nous, et c'est surtout, il y a aussi un peu, c'est toute une dialectique de guerre en fait, parce que la chute d'un régime, c'est quand même quelque chose d'assez fort, hein, c'est pas non plus quelque chose qu'on sort à la légère. Ils sortent ça sans vrai argument, mais en fait, le fait est qu'ils le vivent assez pour le dire. Et à partir du moment où ils le vivent assez pour le dire, c'est qu'ils se sentent assiégés, quoi. Alors, ils sont devenus un tel pouvoir politique, puisque aujourd'hui l'exécutif ne peut plus se passer de sa police. On l'a vu parce qu'il a été acculé lors de quelques épisodes qu'on connaît, qu'on a vu, l'Arc de Triomphe par exemple, ou je sais pas, l'incendie de la préfecture qui était le même week-end. De la préfecture de quoi déjà Merde, je sais plus. C'était Pau. Pau Non. Je sais plus, Périgueux, Perpignan, je sais plus. Non, c'était Pau, je crois. Et donc voilà, le pouvoir est en effet suspendu à cet ordre policier qui est en mesure du coup d'exiger que le pouvoir n'ait aucun mot dur contre lui. Je parle même pas de l'IGPN et tout parce que ça on n'a pas eu le temps de l'aborder hier, mais peut-être qu'on pourra l'aborder aujourd'hui, l'IGPN évidemment. Aujourd'hui dans Libération, il y avait une tribune de Vincent Brenagard qui est avocat au barreau de Paris. Qui s'appelait Pour un Grenelle des violences policières, ce qui pourrait être une idée, mais on en est loin parce que Emmanuel Macron... Oui, et puis même un Grenelle, ça commence à... Ouais, Emmanuel Macron déclarait en mars que les termes répression ou violence policière étaient inacceptables dans un état de droit. En juin, Christophe Castaner... Alors ça, c'est très drôle. Castaner, en juin, disait ne pas accepter l'expression violence policière. Plus récemment encore, au risque d'un certain ridicule, mais non sans une évidente dévotion, c'est encore cet avocat qui parle, Laetitia Avia demandait qu'on lui rapporte une violence constatée. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, à la limite, la partie... l'enfumage politique, à la limite, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus inquiétant, dans le sens où forcément ils vont un peu protéger ce qui les protège. Le vrai problème, c'est à quel point... l'entité policière n'est jamais recadrée par les politiques. Oui, mais c'est ça, oui. D'autant plus que Emmanuel Macron, pendant sa campagne, parce que ça on l'a complètement oublié, je crois qu'il s'était déclaré favorable, par exemple, à l'idée il avait accepté l'idée qu'il y avait un problème de violence policière en banlieue, il s'était déclaré favorable à l'idée d'un récépissé pour les contrôles d'identité, pour sanctionner le contrôle aux faciès, etc. Une politique qu'il n'a pas pu mener. Il ne peut pas mener. Oui, mais c'est totalement impossible. En fait, c'était le propos vers lequel j'allais, c'est que cette nécessité pendant longtemps de garder à distance l'armée et la police du politique, de l'assujettir de manière très forte en mettant le préfet, l'obéissance par ces échelons différents, ça a complètement explosé
sur les 10 dernières années, avec une accélération assez effrayante sur les 2 dernières années. Parce que on a commencé... En fait, alors, je sais pas comment le dire, mais il y a vraiment un côté de la part de LREM d'abandon par la société civile du réflexe républicain. C'est-à-dire en gros, on prête serment à LREM. C'était leur grand argument, de dire on va avoir des parlementaires qui sont issus de la société civile. Donc on va pouvoir mieux faire remonter les problèmes, tout ça. Mais pendant très longtemps, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le gouvernement ne peut se protéger de la police et de l'armée que par le soutien, on va dire, populaire, que par le fait que, en fait, la police et l'armée sont des instruments également de la population qui les surveille et qui va intervenir si jamais il y a un problème, qui va pouvoir la critiquer et qui va pouvoir redonner de la force au gouvernement pour remettre l'armée ou la police à sa place. Or, il s'avère que là, le soutien populaire pour le gouvernement pour calmer la police, il est là. Mais on s'en sert pas. Parce que y a toute une société civile, plutôt du côté bourgeois, ou au moins aisé, qui n'a pas du tout le réflexe de protection, parce qu'en fait, elle ne voit pas ces violences. Elle les ignore et ça l'arrange très bien de les ignorer. D'autant plus que, alors là, j'imagine que tu penses aux parlementaires LREM, surtout. Oui, bah, typiquement, mais moi, c'est assez effrayant de voir à quel point les parlementaires LREM, qui sont des bébés politiques pour la majorité, ou des anciens, des vieux roublards, c'est assez étonnant de voir le très faible sursaut républicain de leur part. Il n'y a aucune inquiétude. Et on se retrouve avec, justement, celle qui était à Mediapart, là, qui dit qu'on m'apporte des violences constatées. Donc on est dans des éléments de langage qui effacent tellement le truc, en fait, qui donnent juste le bon prétexte pour ne pas avoir à regarder. Et le problème, c'est que tant que ça continue, la police est complètement libre, le gouvernement en a tellement besoin qu'elle continue à leur donner ce qu'ils veulent, et on se retrouve avec des situations où la police pèse de tout son poids sur le politique. Donc là, le contexte, c'est celui d'un gouvernement qui est largement discrédité, où il y a des franges de la population qui lui sont à ce point hostiles qu'il y a des menaces contre les députés, et que les députés voient leur permanence saccagée, ou reçoivent des lettres ou des messages qui font qu'eux-mêmes se sentent en danger, donc ont encore plus un réflexe policier derrière. Ouais. Oui, c'est clair. Mais en fait, ils n'ont aucun bastion véritable, à part, à la limite, celui de l'influence lointaine de la finance, des grands groupes, des choses comme ça. Mais que ce soit les médecins, les professions libérales, la justice... en fait, on pourrait faire la liste. Le fameux ça craque de partout, là, il est vrai. Ils ont personne de leur côté. Et même les policiers, en fait, sont pas vraiment de leur côté. Oui. C'est presque institutionnellement qu'ils sont de leur côté. Et du coup, ils sont obligés d'accepter, quoi. Et ça crée des dérives assez effrayantes. Ce qui, combiné aux dernières évolutions, parce qu'on a créé, on a fait la liste, en fait. On a créé tellement de corps différents, dont plein d'unités administratives qui ne sont valables qu'une journée. Ça fait qu'on est dans... quelque chose de très gazeux, de très illisible pour tout le monde. Et donc ça permet tous les débordements. À la fin, c'est pas moi. Et c'est pareil aussi, t'as la technique du chèque en grille, qui est assez classique, qu'on observe depuis le début des Gilets jaunes. Le chèque en gris, c'est quoi le chèque en gris ? Ouais, c'était une idée... c'est en gros, c'est de dire le gouvernement dit faites ce qu'il faut faire pour faire cesser les problèmes. Ah oui, voilà. Enfin, pour faire cesser les débordements. La police fait n'importe quoi, se donne à fond parce qu'elle a l'impression d'avoir un chèque en blanc. Sauf que pour se défendre, quand on dit mais regardez, la police elle a tabassé quelqu'un, la police dit ah mais c'est pas moi, c'est le gouvernement qui m'a dit que je pouvais le faire. Et le gouvernement dit ah mais c'est pas moi, j'ai jamais dit que cette action tu pouvais la faire. Donc en fait c'est un truc c'est assez classique. Et le duo en fait en s'entre-accusant permet de complètement brouiller les pistes
et on passe à la suite, et ainsi de Voilà. suite, et finalement il n'y a pas de violence Et là-dedans, policière. le juge de paix, ça devrait être l'IGPN. Alors l'IGPN, les policiers vous diront que l'IGPN condamne, et c'est vrai. Par exemple, l'IGPN condamne assez facilement un flic qui le soir a sorti son arme de service et a tabassé sa femme avec. Voilà. Tout à fait. Ça, l'IGPN condamne. Les peines peuvent être très dures, l'exclusion de la police, ce machin. Donc quand vous avez des flics qui se défendent en disant non, l'IGPN, elle marche, elle fonctionne, ils pensent à des cas comme ça. Mais les sanctions de policiers dans l'exercice de leur fonction sont beaucoup moins importantes que tout ce qu'ils vont faire. Là, ils vont être punis si, en effet, par exemple, ils s'embroutissent en bagnole avec une autre bagnole et là, ils sortent leur gun. Non, là, la police va dire non. Même l'IGPN, je veux dire, va dire non. Là, ça, non. Bah, en fait, il y a quelque chose d'assez sale qui est en train de se passer là-dessus. Les sanctions qui sont prises par l'IGPN sont des sanctions d'ordre, je dirais, disciplinaire. C'est-à-dire que il faut que la police soit la police. Par contre, elles sont pas d'ordre déontologique. C'est-à-dire que, en fait, si on regarde tout ce qu'ils font et tout ce qui est classé sans suite et tout ça, on se rend compte que, selon l'IGPN, hashtag, c'est impossible que la police fasse un mésusage de la force qu'on lui a donnée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une interprétation systémique. C'est forcément un individu qui a fait quelque chose de pas bien. Et là, on est dans l'ordre du comportement, donc du disciplinaire. Mais dès que c'est structurel, ça ne peut pas être de la violence. Ça ne peut pas être puni. On ne pourra pas faire de la police comme institut. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a Steve, où finalement, on peut pas dire que c'est un policier, on peut pas dire que c'est une personne qui a amené Steve à se noyer. Non, c'est toute une opération qui doit être remise en cause. Et ça, l'IGPN ne peut pas. Elle n'a pas le formulaire, la doctrine pour le lire. Et puis de toute façon, ça serait une remise en cause beaucoup trop profonde. Sachant que la fameuse, le fait que on dit l'IGPN c'est un organisme indépendant, enfin, c'est quand même un organisme de la police. Et donc du ministère de l'Intérieur, et donc du ministère de l'Intérieur, et donc enfin c'est les mêmes hiérarchies, et puis même au-delà de ça, c'est que c'est des membres de la police l'IGPN. Ouais, donc avec une tendresse particulière. C'est des officiers, voilà, c'est des officiers qui comprennent, qui se projettent sur les autres, qui vont y retourner parce qu'ils vont bouger. Donc c'est pas possible. C'est pas la situation. On peut pas punir un policier qui a fait son devoir. C'est ça en fait. C'est pas de leur faute. Parce que c'est trop individuel. Et là, les dernières images qui sont sorties, on peut prendre deux cas assez particuliers. Le cas le dernier œil crevé. Oui, j'ai oublié son nom aussi. Le nom. Oui. À Sur Place d'Italie. Alors, Le Monde a sorti une super vidéo qui montrait un peu l'ensemble, qui évaluait un peu la situation. C'est un très bon travail. Où on voit en fait, ils arrivent à montrer que le mec qui a tiré la grenade l'a fait à un angle de 15 degrés plutôt que de 45. Normalement, en fait, c'est un lance-grenade. Donc, vu la puissance du projectile, il est interdit de l'utiliser à 15 degrés trop bas. Et il faut tirer en l'air pour que quand ça retombe, ça puisse pas faire plus de mal qu'un caillou qui vous tombe sur la tête. Enfin voilà. Et là, très clairement, on est sur un tir quasi direct. Et en plus, on le voit mettre une grenade à propulsion 100 mètres plutôt que de propulsion 50 mètres. Donc le projectile arrive plein fer sur la tête de la personne et lui casse l'arcade, lui crève l'œil. Là, on est sur une faute. On est sur une faute professionnelle. Mais là, c'est assez facile de voir en fait que plein de violences policières de ce genre, on pourrait trouver des explications en fait. Des erreurs. Expliquer, c'est pas excuser. Je veux dire, la personne, elle se prend des pavés, elle est en stress, elle est avec ses camarades de compagnie. Bon, il est en stress, il fait un mauvais tir, c'est une erreur, c'est une faute. Mais le problème, c'est que la reconnaître va demander sanction. Et ça, c'est pas possible parce qu'il était dans le cadre de son devoir. Il a fait ce qu'il avait le droit de faire, il l'a juste mal fait. Buzzerman précise que le gars s'appelait Manu, il me semble que c'était. Merci, ça. Ouais, c'est ça. Voilà.
Et donc oui, ce gars-là qui a tiré, donc celui qui a tiré, hein, pas Manu, celui qui a tiré était justement, oui, il a fait ça suite à des jets de projectiles. Donc il se sentait dans son grade, et puis menacé sans doute, en danger. Mais même, de toute façon, au niveau de la doctrine, c'est possible qu'il le fasse, mais il l'a juste mal fait, entre guillemets. Là, on est dans une des vraies situations, parce qu'on voit d'autres situations où ils gazent pour n'importe quoi, mais là, ils se prennent quand même beaucoup de projectiles sur la figure. On est dans une situation où l'emploi du gaz, c'est quand même vaguement justifié d'un point de vue maintien de l'ordre. Mais il le fait très mal, et le reconnaître, le errare humanum est n'existe pas, en fait. Un peu à l'image de... quand on critique la réforme des retraites, la seule réponse qu'on nous donne c'est « Ah bon, bah ça veut dire qu'on n'a pas réussi à se faire comprendre, on va vous expliquer plus longtemps ». On se retrouve avec des policiers où quand on critique leur manière de faire ou le fait qu'ils l'aient mal fait, ils disent « Non, non, c'est normal, il fallait le faire comme ça parce que on était dans une situation où ça devait être fait comme ça ». Et donc ils se couvrent mutuellement. Il y a Bernard Arnault qui vient de nous donner 50 €, puis il y a eu quelques questions dans le chat aussi. Ouais. Tiens, il y en a une, c'était... Attendez. Voilà, c'était The Shazam qui disait... alors, c'est pas vraiment une question, mais tu parlais tout à l'heure de l'aspect gazeux, maintenant, de la police et de tous ces corps différents, voilà, de la police et de la gendarmerie. The Shazam disait s'il pouvait privatiser les keufs, il le ferait. Il y a une... Alors, je sais pas si tu es documenté là-dessus, toi, si tu as du biscuit, mais il y a quand même une montée en puissance, notamment à un niveau municipal, des forces de sécurité privées. Ah, alors bougez pas. Ah, t'as du biscuit. Ils sont en train de privatiser ça. J'ai du biscuit. Ils sont en train de privatiser ça, mais de manière intelligente. C'est très bourgeois. Faut que je vous retrouve le nom. En fait, c'est juste le nom technique qui m'intéresse. Le reste, on s'en fout. Ah, voilà. Alors, il faut savoir que depuis Gérard Collomb, la France est entrée... parler de Lyon. La France est entrée dans une nouvelle doctrine de la police. Et là, on parle plus du maintien de l'ordre. On parle de la police en général. C'est la doctrine de la police de sécurité au quotidien, la PSQ. Bon, c'est comme l'école de la confiance, c'est juste un nom, mais je vous le donne parce que vous pouvez chercher ça sur internet. La police de sécurité du quotidien, le concept c'est de dire, bon écoutez, à partir de maintenant, comme on veut toujours pas recréer de police de proximité, où le principe c'est que c'est des policiers désarmés qui sont là pour discuter avec la population et que c'est une manière de prendre du renseignement, mais en même temps de créer une proximité avec l'État. Ça c'est les années Jospin. Ça c'est les années Jospin, c'était même avant, hein. C'est vieux hein, comme concept, c'est très colonial d'ailleurs. Mais bon, on va pas s'étaler, parce que sinon ça va être long. L'idée c'est de dire aujourd'hui, et c'est Gérard Collomb qui a mis ça en place, et qui depuis ne fait que se renforcer, on va pas avoir de police de proximité, on va avoir une police qui va renforcer aussi bien que faire se peut les unités de sécurité locale, donc privées, que ce soit, ça peut aller du gardien de l'immeuble à l'entreprise de sécurité privée de je ne sais quel ghetto bourgeois, et en fait ils veulent créer un lien très fort entre la police et toutes ces unités de sécurité locales privées. Donc pour ça, il faut donner plus de pouvoir à ces unités locales privées qui à la base n'en avaient pas beaucoup. En fait, on les renforce, on leur donne une légitimité quasi juridique, puisque comme la police a une légitimité juridique et qu'elle va se mettre à chercher des infos chez l'agent de sécurité de Carrefour, l'agent de sécurité de Carrefour, en fait, sa parole va avoir un poids juridique assez fort, indirectement, mais ça va se mettre en place. Ça va faire que tout ce qui va être sécurité privée va pouvoir faire intervenir la police au gré de ses propres observations. Ça permet à la police de se décharger de plein de choses, elle est très contente. Donc ça oriente le travail de la police. Oui, enfin forcément en fait, parce que quand en fait le truc c'est que la police elle a besoin d'informations de terrain, et quand à partir du moment où elle commence à dire bon tous ceux qui font de la sécurité, on va accepter leurs infos et on va essayer de travailler main dans la main, forcément ça oriente. Forcément quand la police quand le service de sécurité de Carrefour va dire un tel, ils viennent souvent, ils traînent, on se demande s'ils volent pas. La police va commencer à les regarder un peu plus près, et ça va forcément avoir une influence.
Et c'est une forme de privatisation. C'est Justement. ça fait que forcément c'est les entités qui vont être capables d'avoir un service de sécurité qui vont avoir plus l'oreille de la police. Justement, c'est ça c'est là où je voulais aller aussi. On pourrait penser que c'est contradictoire d'avoir, parce que ça c'est contraire à la doctrine républicaine, justement d'une police républicaine, une privatisation des moyens de sécurité. Je veux dire, même la police elle-même pourrait voir ça d'un très mauvais œil. Comment ça se fait Oui, que... mais en fait, c'est une privatisation indirecte. La police reste la police. C'est pas ça le problème. Enfin, en fait, c'est un enjeu. Quoi qu'il arrive, oui, on est sur quelque chose qui est anti-républicain. Mais, enfin, je vous invite à jeter un coup d'œil, à regarder comment, sur les 20, 30, 40 dernières années, les entreprises de sécurité privée ont explosé. Ah, c'est très net. Euh, Et si vous habitez on en en voit ville, même. si vous habitez en ville et que vous vous déplacez pour de grands événements, etc., vous les voyez maintenant, ils sécurisent tout, certainement avec des contrats. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais même les gares commencent à avoir leur propre service de sécurité. Et en fait, il y a un relâchement un peu de pouvoir, parce que ça vient du fait que la police, enfin, l'État a accepté qu'elle pouvait pas être locale, qu'il pouvait pas être local. Il abandonne un peu cette idée de patrouille omniprésente, d'être trop proche, parce qu'ils n'arrivent pas en fait à récupérer le terrain qu'ils ont perdu. Et de cette manière-là, oui, on se retrouve avec une sécurité très bourgeoise, très orientée sur le matériel, très orientée sur la consommation, très orientée sur le travail, les lieux de travail. J'avais une hypothèse que je voudrais te soumettre. C'est juste une hypothèse. J'ai l'impression, pour répondre au paradoxe que je soulevais tout à l'heure, pourquoi, alors que la police pourrait voir cette montée en puissance des services privés comme une concurrence, en fait, comme une menace, toutes les missions qui vont leur être confiées ne sont plus confiées aux flics, les flics vont perdre des pouvoirs qu'ils avaient juste... Enfin, en gros, ils vont en perdre l'exclusivité, voilà. Et puis même d'une manière symbolique, ils pourraient voir ça comme un affront, voilà. Et puis tu parlais justement d'un échelon local, mais jusque-là, il y avait la police municipale, qui est un échelon local, mais elle reste le recrutement là, hein. reste à la discrétion de l'équipe municipale d'ailleurs, donc de la mairie. Mais l'hypothèse que j'avais, et la multiplication des agences de sécurité privées, y compris quand il y a déjà une police municipale, c'était la reconversion justement qui gère ces entreprises, très souvent des anciens flics. Et donc il y a une porosité économique. Oui, ça c'est clair. Et je voyais ça, aujourd'hui il y avait un article, hier, dans le Canard enchaîné, sur le maire d'Istres. Voilà, et le maire d'Istres, il a des embrouilles, et la gendarmerie devait lui livrer chez lui une convocation, parce que c'est la procédure, et ils ne l'ont pas fait. Mais pourquoi ils ont fait savoir qu'ils refusaient de se farcir ce sale boulot, peut-être parce que leur ancien chef occupe désormais un bureau au 3e étage de la mairie. Jean-Charles Antoine, en effet, est chargé par Bernardini, donc le maire, de veiller sur la police municipale. L'officier qui s'est mis en disponibilité de la gendarmerie a créé sa boîte de sécu et a presque aussitôt empoché un marché pour réaliser un audit sur la sécurité dans la ville. Voilà. Et vu qu'il garde un pied quand même dans son ancienne gendarmerie, il n'est pas exclu que ce soit lui qui ait fait en sorte que ces gendarmes soient rétifs à venir livrer cette convocation chez le maire qui, désormais, l'employait via une société de sécurité privée. Donc ces porosités, c'est le marché qui s'infiltre partout où il peut... Ah mais de toute façon, on est dans une logique néolibérale absolue, hein. En fait, si on rentre un peu dans le détail, les forces de sécurité de l'État, dans une logique néolibérale, est pas là pour faire du service à la personne, pour gérer tout plein de problèmes locaux. Elle est là pour empêcher les gens de s'intéresser au capital, de près ou de loin, pour protéger le capital. Et donc là, on est en train d'aller vers ça. Et, du coup, les évolutions du maintien de l'ordre, ça ne fait que renforcer cette idée. Donc la police se spécialise de plus en plus dans... On maîtrise la population, et à la limite, on devient un exécutant judiciaire, et donc on lâche de plus en plus de lest à la possibilité de se protéger soi-même avec des entreprises privées. Ça crée un marché immense, on est très content. Et d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. BlackRock, des trucs comme ça. Non, en fait là je pensais à un autre truc, c'est un excellent BlackRock, article, Blackwater, je crois. Je me suis planté.
Blackwater. Tu sais, l'armée privée qui a Ah oui, en voilà, Irak, oui, à un moment. Ouais. Oui, bah de toute façon, on est sur des trucs comme ça. Parce qu'en en France, on n'a pas de milice. Au sens, on peut pas s'armer soi-même. Mais bon, après, quand on voit ce que les entreprises de sécurité commencent à avoir le droit d'avoir, on est sur du supplé. En fait, c'est le marché supplé à l'État pour protéger le marché. Voilà. Et alors, bah oui, il est peut-être mieux placé pour le faire. Il y a une question toute bête du coup dans le chat. Comment tu tranches le ACAB? Comment tu t'interprètes le fait qu'il soit autant utilisé aujourd'hui? Et comment toi-même tu règles ça? Est-ce que entre le rapport entre l'individu et l'institution, comment tu... Bah de toute façon, j'ai souvent tendance à dire, et c'est une posture toute individuelle là que je vais présenter. Pour moi, quand on dit ACAB, c'est une attaque à l'uniforme et à l'institution, et pas à l'individu exclu de l'institution. Le problème, c'est que l'individu est quand même un peu dans l'institution. Et c'est pour ça que le ACAB apparaît. C'est que dès que tu as un connard dans la police, bah, l'institution policière est tellement soudée, tellement proche, qu'elle va se mettre à le protéger. Et toi, individu, imaginons que toi, tu es un policier et que tu es un policier parfait, genre réglo, super simple, enfin, tout bien. Et il y en a. Et que ton voisin, c'est le bâtard de base, le mafieux qui fait... Eh ben, ok, tu vas essayer de lui résister au sein de l'institution, mais quand il sera attaqué, et qu'à travers cette attaque, c'est toute l'institution qui sera attaquée, même toi, en tant qu'individu, tu vas te retrouver à le défendre. Parce que tu vas te sentir aussi attaqué. Parce que tu vas te sentir attaqué. Et du coup, je comprends vraiment le ACAB comme une attaque à l'institution et à l'effet de l'institution sur les individus. Moi, je peux pas en vouloir à l'individu qui met l'uniforme. Enfin, je veux dire, il y a plein de problématiques qui se posent, notamment celui de faut bien grailler, hein, parce qu'il y a un moment où c'est du travail et qu'on a un chômage assez important, on a une belle armée de réserve. Mais dans le même temps, l'effet que l'institution a sur l'individu est tellement fort que c'est forcément systémique, quoi. Donc oui, All Cops Are Bastards, c'est parce que c'est All Cops qui are bastards. Oui, donc c'est-à-dire que quand on disait il y en a des biens jusqu'à un certain point. Il y en a des biens, mais j'en ai rien à foutre. Mais voilà, c'est ça. Et même ceux qui sont bien, à un certain point, ils ne choisiront pas, ils choisiront le parti de leur corps. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui rend tout le problème. Et puis de toute façon, il y a un moment où il va falloir un peu faire le constat. On dit ACAB dans le procès médiatique et politique qu'on fait de ce ACAB, où tout le monde on nous raconte c'est horrible, comment on peut avoir une haine anti-flic à ce point. Tout ça. Enfin, faut voir qu'à l'inverse, il n'y a pas du tout le même argumentaire par rapport aux manifestants et aux casseurs. On pourrait avoir une espèce de hall manifestant art casseur, hein, du point de vue politique. Ça les gêne pas du tout. Du coup, pour moi, il faut vraiment voir ACAB comme une approche systémique, et ça sort pas de nulle part. Ça crie quelque chose. Oui, j'avais noté que ça, en effet, ça répondait à. J'avais noté, je crois que c'est Marine Le Pen qui disait, mais tout à fait adoubé par Nathalie Saint-Cricq, c'était dans un des épisodes de l'année dernière, où Marine Le Pen disait, voilà, chez les manifestants, il y a des bons gilets jaunes et des mauvais gilets jaunes, voilà, mais derrière, dès qu'il s'agissait de parler de la police, il y avait la police. Donc le All Cops ne vient pas que du côté de la contestation. Le All Cops vient de l'autre côté aussi. C'est-à-dire la police est une institution tellement totale qu'il faut en parler dans la totalité. Et il est difficile en effet de faire des distinctions, et même le pouvoir ne les fait pas. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est qu'en fait ça piège les policiers aussi. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plein de policiers qui sont complètement pris en cisaille à cause de ça. Quand je disais au début, là, on a de plus en plus de sources internes à la police qui apparaissent pour dire les dérives. Ces gens-là, ces fuites-là, c'est des gens qui ont, on va dire, une espèce de résurgence morale ou éthique sur ce qui est en train de se passer, mais sauf qu'en fait,
s'ils quittent l'institution et qu'ils disent les gars, je suis de votre côté, mais qui sont quand même policiers, ils ont peur parce qu'ils savent pas s'ils peuvent réintégrer la société comme ça. Donc il y a cet isolement qui apparaît de plus en plus, qui ne fait que dramatiquement Et renforcer les positions de qui chacun. explique plus sûrement, enfin là c'est une hypothèse aussi pareil, mais qui explique peut-être plus Ouais. probablement le taux de suicide élevé chez les policiers que la Oui. haine anti-flic, tu vois. Je suis C'est-à-dire, d'accord. je pense Moi, que pour les moi, ça vient contradictions plus de internes, ça. voilà, les contradictions Oui. internes chez les flics entre le travail qui leur est demandé, les moyens qui leur sont donnés, l'éthique qu'ils essaient de respecter, etc., créent Mm. des contradictions terribles. Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est les policiers, l'individu policier, avant qu'il soit policier, qui s'engage tout ça. Enfin, il y a quand même toute une dialectique qui est développée dans le langage commun de le policier, il est là pour protéger la population. Il y a quand même quelque chose à voir et qui doit être très dur en fait à vivre pour un policier, enfin pour quelqu'un qui s'est engagé dans la police pour ça, c'est que la vision générale, quand tu regardes les dessins animés, quand tu regardes même comment on dit, les documentaires qu'on fait sur la police hors maintien de l'ordre, c'est toujours pour montrer un policier proche de la population, qui est là pour protéger la population, qui fait très attention. Il y a toujours un peu ce mythe du policier qui te raccompagne chez toi quand t'es bourré pour éviter que tu prennes la route et te protéger. Il y a toujours ce côté on va s'arranger, t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Enfin, il y a pendant longtemps eu cet esprit que le policier c'est aussi un assistant social, si je puis me permettre, quelqu'un à qui on peut se fier. Eux sont pas du tout Et d'accord, hein. Eux, oui, c'est le ça. discours on n'est pas des ils- assistantes sociales, il est très présent chez. Voilà, mais en fait c'est ça, il y a une rupture dans ce truc où on n'est pas là pour servir la population, et en fait il commence de plus en plus à apparaître, dans le ACAB notamment, que ils sont pas là pour protéger la population non plus. Et tout à coup, bah, pourquoi ils sont là? Alors la solution qu'ils trouvent dans leur discours, c'est bah on est là pour protéger la République. On est là pour protéger l'institution. L'ordre. Et là, tout à coup, il y a un truc qui se creuse. Parce que l'institution, c'est le peuple qui la fonde, dans le point de vue classique. Donc pourquoi vous protégez pas le peuple avant de protéger l'institution? Alors là, le dialogue est complètement rompu. Et Quoi. le jeu des mots est assez intéressant, c'est les forces Oui, de bah. l'ordre. Mais on peut Oui. penser aussi, ça sonne comme le parti de l'ordre. On repense. Ah non, mais ça, c'est. Et aujourd'hui, tu c'est disais ils incroyable. protègent la République, ils vont aussi utiliser l'ordre républicain, rétablir l'ordre Bien sûr. républicain. Ouais. Donc, Non, mais c'est quelque chose de. Il y a vraiment une séparation assez forte qui s'est. Moi, je l'ai vu sur les Gilets jaunes, c'était assez effrayant hein. Au début. Mais de toute façon, on en reparle tout le temps. Mais des Gilets jaunes qui descendent du train et qui se font contrôler par la police, qui se montre très dur avec eux. Et eux, ils ont quasiment les larmes aux yeux, quoi, parce qu'ils comprennent pas d'être face à une police qui, depuis toujours, dans leur perception, était là pour les protéger eux. Et que eux, comme ils représentent une volonté populaire de remettre en cause ce que l'Élysée, ce que les institutions font à leur vie à eux, qui doit être protégée par les policiers, ils comprennent pas que les policiers les traitent comme ça. Et à partir de là, la séparation, elle devient quasiment irréconciliable. il y a un travail idéologique, c'est-à-dire on parle de population, quand tu parles des Gilets jaunes, qui n'ont pas une culture d'extrême gauche, à Cap justement. Oui, non, ou c'est même, pour ça que j'utilise leur terme. Hein, voilà, ou même au-delà de l'ultra-gauche, enfin, tu vois, parce qu'on pense à Cap, l'ultra-gauche, mais même dans le mouvement ouvrier, il y a toute une tradition, la police, l'armée, mort aux vaches, qui est très vieille, oui, c'est vrai. très très vieille, qu'on retrouve dans les chansons de Brassens, dans les chansons de Renaud, c'est très ancien, c'est très ancré dans une partie de la culture ouvrière contestataire et du mouvement ouvrier. Bah d'ailleurs, c'était un truc marrant, c'est qu'ils ne disaient pas, ils avaient pas Mais ce réflexe de la crosse en l'air, de dire ne nous emmerdez pas. Ils avaient le réflexe de venez avec nous, on est ensemble. La police avec nous. Et à partir du moment où ils ont vu qu'ils pouvaient plus être avec eux, bah ils ont dit non, c'est mort. Enfin, on veut même plus vous voir. Et tout à coup, ils se sont très vite réappropriés des codes, non pas des ouvriers, c'est des travailleurs comme nous, on peut peut-être aussi les réintégrer du moment qu'ils arrêtent de nous emmerder. On est passé à tout de suite l'ultra-gauche. Ouais. Oui, parce qu'il n'y avait plus de tampons, il n'y a plus de discours entre les deux. Et parce que voilà, ces gens-là avaient perdu cette espèce de culture contestataire qu'on retrouve chez Renaud, donc comme je disais, ou Brassens. Mais Renaud, il faut rappeler qu'à un moment,
le plus gros vendeur de disques en France. Donc Oui, c'est vrai. ces idées-là, elles sont pas groupusculaires, quoi. Ah non, 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 bah, de toute façon, oui, le gendarme, le policier, c'était... Hop. Oula. Ouais, j'ai eu un petit lag. Ouais, elles ont été effacées par un travail idéologique sur, je sais pas, de Navarro à Julie Lescaut, en passant par toutes ces séries policières, qu'elles soient américaines ou françaises, ou ces fameux reportages sur la police dans les quartiers dangereux qui Ah oui, montrent mais la ça, police comme autant de héros. Donc il y a eu un c'est vrai quelque chose. travail idéologique qui a été fait Moi, j'ai pour retrouvé là-dessus. un documentaire, mais du début des années 2000, sur la formation des CRS, sur la vie des CRS. Métier à risque. Voir à quel point, en fait, on a vraiment évolué, même dans les 20 dernières années. On a des CRS qui font quand même attention et qui sont pas habitués à utiliser la force, qui sont pas habitués à, on va dire, à devoir être violents, si je puis dire. La violence, leur seule présence, c'est de la violence, mais c'est vraiment un cas d'ultime recours, le gaz. Et on a tout un dialogue qui est créé, qui n'existe plus, qui n'existe plus du tout. La police est une institution. C'est plus autre chose. Et donc le policier est un élément de l'institution. Alors on n'a peut-être pas fait le tour de tout. Je Non. sais qu'on m'entendait mal à un moment. Ouais, non mais c'est peut-être ma faute. Ouais, je t'entendais mal aussi, toi, dans le Discord. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai un petit point à soulever. On a même pas 5 minutes. Je sais pas si je peux le faire. Bah vas-y, il nous reste 2-3 minutes. Très rapidement, j'ai lu un article qui était très intéressant qui pourrait expliquer, pour revenir sur le néolibéralisme, qui pourrait expliquer pourquoi la France s'est enferrée dans cette doctrine très musclée du contact quand l'Allemagne est partie du côté de la désescalade, truc dont j'avais parlé hier. Ouais. En fait, le maintien de l'ordre, c'est un marché, c'est une industrie. Tous les palais qu'on vous balance à la gueule, toutes les grenades qui explosent dans les manifestations, tout le matos, c'est un truc, enfin c'est un marché énorme mondialement. Et en fait, il y a un truc qui s'est passé courant année 2010, c'est que la France produisait ses propres matériels. D'ailleurs, le LBD, c'est un matériel français, hein. Et s'est retrouvée en fait à surenchérir parce que si elle le faisait pas, elle devait passer du côté de la désescalade, donc elle abandonnait tout le matériel sur lequel elle avait investi, et surtout elle abandonnait tous les marchés qui suivaient la France dans cette doctrine solide, cette doctrine plus dure. Ouais, donc c'est aux États-Unis, on parle de complexe militaro-industriel. Oui, Nous, bah on a c'est un ça. complexe militaire Voilà. aussi, voilà, avec des industriels derrière, avec des emplois. Ouais. Et voilà, et des députés qui vont défendre s'il y a de l'industrie de l'armement ou de la sécurité sur leur pays, des boîtes qui marchent bien en sécurité privée et tout. Les députés ont tout intérêt à reconduire ce genre d'engagement. Et donc vous comprenez bien que assez naturellement, on va pas chercher à faire évoluer la doctrine vers la désescalade, parce que ce serait abandonner cette industrie qui exporte. Hein. La France, elle exporte. Hein. Voilà, donc si vous voulez, alors je sais pas, on va refaire une 3e heure sur la police, tu penses? Moi je peux faire, hein. On a plein de choses, on peut dériver, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais on va se faire relever en tout cas là, hein, c'est l'heure de la relève. Bien sûr, voilà. Ils sont normalement, je vais faire un point sur le planning et peut-être sur les dons aussi, parce que Viri vient de donner 30 euros, Gotham a donné 22,67 €, le Jauge a donné 2 €, voilà, tout ça c'était depuis Bernard Arnault qui lui avait donné 50 €. Et après, donc nous c'est Mozo qui va nous relever et qui va jouer à Resident Evil. Et on se retrouve à 18h pour faire un point, donc avec moi, pour faire un point sur les mobilisations étudiantes avec des camarades de Solidaires étudiants de Paris 8. Et à 19h, donc là c'est la partie talk, hein, de 18h à 20h il y a du talk. À 19h on retrouve Réel Myope qui reçoit Alexis Blanchet, chercheur à la Sorbonne, mais qui est chercheur du coup sur les histoires de narration, des nouvelles formes de narration, etc. Je crois que c'est lui qui avait écrit un bouquin sur GTA, mais je peux me planter.
Et à 20h, c'est explication de récit mythologique avec Manon Bril et Angle Droit. Et Claude jouera Gris à partir de 21h. Voilà pour les trucs essentiels de la soirée. Est-ce que quelqu'un nous a rejoint? Non, toujours pas. Il est pas là, Mozo? Je sais pas, non, visiblement il bouge pas. Et bah écoute, Écoute, on peut continuer à on peut papoter. continuer à papoter, moi ça me va. J'ai envie de dire, moi de toute façon on peut assez facilement faire d'autres heures. Déjà, il y a toute une partie historique à faire sur le maintien de l'ordre. Sur la gendarmerie, sur la police, parce qu'en fait ça vient pas de nulle part. Donc ça, si ça peut intéresser les gens, on peut parler de la police sous l'Ancien Régime, de la création de la maréchaussée, de la police coloniale et de son influence. Oui, t'as lu Maturigous là-dessus, peut-être? Pardon? Ah ça y est, c'est pour moi. Eh oui, Valls. Oui, voilà, non mais il y a plein de choses à dire. Ah, coucou! Salut. C'est donc toi qui va nous relever sur Resident Evil. Voilà. Oui, ce sera beaucoup moins politique à mon avis. Ce sera plus on shoot des policiers zombies. Ouais, et puis là, tu vas jouer un flic toi-même. Ah, Tu vas jouer un flic. Non, non. Ah, quand même. Attendez. Je me respecte, j'ai choisi de faire clair quand même. D'accord, bon. ah, Ça- Ah, donc c'est le 2? Oui, c'est le 2. Ah oui. d'accord. Sinon j'aurais pris Jill, mais ouais, non, c'est le 2 remaster. Bah voilà, en tout cas, si cette discussion vous avait intéressé, il y a un replay aussi de. Enfin, je sais pas s'ils sont pas découpés les replays, mais en tout cas, on était là aussi hier de 10h à 11h, et aujourd'hui, du coup, on a fait 16-17, et on verra, peut-être on reviendra, peut-être que tu reviendras aussi sans moi, il y a peut-être d'autres gens qui veulent Ouais, parler. on verra, ouais. Et nous, on se retrouve à 18h, on te laisse, hein, on fait la passation, on a déjà 3 minutes de retard. Yes. Donc, bah écoutez, à la prochaine pour le film. Merci au modérateur. Et puis, je te lâche le stream. Alors, attends. Comme d'habitude, je vais compter. Donc, je me déconnecte dans 3, 2, 1.